Salut les tâches, salut les lâches. Aujourd'hui je reviens balancer quelques parpaings sur l'ennemi, le cancer en personne. Je veux parler, mais ça vous le savez, les fachos juifs cisgenres. Oui, bon, je pense qu'on a compris. Que signifie cette colère qui gronde? Pourquoi de plus en plus troque le gant de velours pour la protection cuivrée? Oh, certes, ce n'est pas neuf, hein. Mais là où c'était auparavant marginal, cela semble être devenu une tendance qui se renforce. Et en parlant de force, car nous sommes en plein dedans, il est légitime de se demander d'où vient la posture de colère qui anime les contenus en poupe. Alors, pourquoi ce jeune homme énervé? Pourquoi tant de haine? En fait, c'est assez évident, mais pour ça, nous aurons besoin d'invoquer la guerre du bruit, le paradoxe d'Olson et Bruce Lee. Mais venons-en au fait, et à ce que ce jeune homme un peu abruti veut nous dire. Et lui nous parle, pépouze, comme ça, tranquille. Comme si on allait l'écouter, mais tu veux pas t'excuser tant que t'y es. Personne va t'écouter si tu continues à parler comme ça. Qu'est-ce que t'as dans la tête? Putain, l'ocumène va. Et en effet, c'est ce qui se produit le plus souvent. Alors, bien sûr, tous ont des choses à dire, mais la plupart les gardent pour eux. Face à cela, il se dresse une minorité qui choisit de parler, et se rendant bien compte que faire comme votre serviteur ne sert pas à grand chose, car le temps long ne produit forcément que peu, alors ils se saisissent d'une arme universelle, le bruit. Car dans un réseau en surcharge, comme dans une pièce bondée en fait, celui qui sera le plus entendu restera toujours celui qui crie le plus fort. Vous pouvez susurrer 10 ans le fruit de 100 ans, face aux décibels, vous ne serez jamais à armes égales avec celui qui hurle 1 an le produit de 3 semaines. C'est une condition indépassable que le bruit supplante le bruit. Nous en avons une excellente illustration en musique, où le volume des pistes devient de plus en plus fort d'année en année, afin, lors de leur passage en radio, en canot ou au supermarché, être plus forte que les morceaux précédents. Ce qui, petit à petit, entraîne ce que l'on a appelé la loudness war, ou guerre de la lourdeur. En gros, on est arrivé au pic du volume. On ne pouvait plus diffuser plus fort. Donc, on a trouvé une parade. On a fait ce qu'on appelle de la compression. Si je ne peux plus augmenter le volume général, je peux toujours augmenter chacune de mes fréquences afin que tout mon spectre soit au niveau maximum. Ce qui finit par donner de la bouillie, comme on s'en rend tous compte en passant un MP3 dans une voiture et en pleurant tout le long du trajet, car le requiem de forêt est devenu une sorte de interminable. La course vers la lourdeur impose de crier plus fort que le voisin. Et même s'il est nécessaire de compresser, donc de dégrader, qu'à cela ne tienne. Si votre voisin est entendu en criant, vous hurlerez. S'il devient plus entendu en crachant, vous éructerez. C'est une escalade perpétuelle, et qui ne s'arrêtera pas, car elle est la condition de votre présence ou de votre absence. Bon, bref, là n'était pas du tout le sujet, mais il l'illustre assez bien. Si vous avez quelque chose à dire, quoi que vous fassiez, et à moins que vous ne soyez un véritable génie ou que vous disposiez d'un réseau hors norme, il vous faudra crier, ou éventuellement appâter. Quitte à ce que, comme en musique, cela crée de la distorsion, car l'important n'est pas la clarté du signal, c'est l'étendue de son audition. Les méchants se retrouvent du même coup obligés de hurler leur colère, car nous vivons au cœur d'un système qui encourage la performance, dans lequel l'éthique n'a de cesse que de laisser la place. Alors, pourquoi tant de haine? Car il n'y a plus que cela qui semble produit face au profit. Et en parlant d'éthique et de profit, ça nous amène à la deuxième raison. Ça faisait 4. Deuxième raison. Crier pour être entendu, c'est bien. Être entendu pour réussir, c'est mieux. Et il me répond ça. Alors qu'il fait quoi? 42 vues par vidéo? Mais mec, tout le monde s'en branle de tes vidéos. Personne les regarde de toute façon. T'as cru quoi? Que j'allais tomber du ciel pour te répondre? T'es né raté? Hein, tu crèveras raté. C'est vrai. Personne ne l'écoute, donc tout le monde s'en fiche. Et l'autorité, dans un système qui repose sur un auditoire ou un lectorat mesuré par une quantité, les vues, les j'aime, les partages, est définie par cette quantité chiffrée. La légitimité est obtenue par la masse. Incidemment, la qualité laisse place à la quantité. Petit détour illustratif. Il y a quelque temps, je parlais de sport avec un ami, et est venu le personnage de Bruce Lee. Personnage apparemment détestable, moi je ne connais pas assez sa vie, mais je me repose sur ce qu'il m'en a dit. Détestable donc, mais génial. Qui battait les grands maîtres, mais ne suivait pas tout à fait les codes de l'humilité dont les arts martiaux se font les porte-drapeaux. J'ai moi-même fait des arts martiaux plus jeunes, et une partie des leçons étaient des enseignements sur le respect, le code, la tempérance, mais quand Bruce Lee arrive, tout ça n'a plus aucune importance. Ce qui compte n'est plus de se dépasser, mais de dépasser. En gros, l'important n'est pas de participer, c'est de gagner. De la même manière, on n'engage pas un footballeur car c'est un message pour les jeunes générations, on l'engage car il marque des buts. S'il est violent, vulgaire, fainéant, ce n'est pas suffisant. Il marque des buts. On n'invite pas un romancier car il va vous dire des choses intéressantes, on l'invite car il crée du buzz.
S'il est ignare, malhonnête, s'il est superficiel, ce n'est pas suffisant, il provoque de la réaction. On ne contracte pas avec un pays car on partage ses valeurs diplomatiques, on contracte car il est le moins cher. S'il est contre les droits de l'homme, bon bref, vous avez saisi l'idée. Et dans chacun de ces cas, nous nous retrouvons dans une situation où, systématiquement, un des maillons de la chaîne préservera cet élément immoral. Car, n'est-ce pas, nous avons tous un crédit à rembourser. N'espérez même pas pouvoir renverser un homme politique corrompu, que vous vous étonnez de voir se représenter chaque année, tant qu'il est performant, il restera en place. L'homéostasie d'un système est un rouleau compresseur utilisant l'inertie de ses membres pour se perpétuer. Tant que la vitesse est égale, il tourne. Et nous poussons tous un peu pour l'aider à tourner. Le bruit et la colère deviennent les armes à profit de l'indigné, du résistant, de l'enragé. Et nous ne pouvons du reste pas vraiment nous en étonner que ce jeune crétin les utilise à partir du moment où cela profite, cela marchera. À partir du moment où cela performe, cela fonctionnera. Et s'il n'est de capacité de faire taire par injonction éthique, seul reste l'imprécation colérique. Une fois de plus, je me répète, mais si ça profite, même si c'est moisi, ça marche. Dans un monde où la performance est érigée en valeur cardinale, il n'y a pas de place pour l'éthique ou la morale. Ce n'est même pas un jugement de valeur, c'est un corollaire nécessaire. Le créatif s'efface au profit du récréatif, autant que le formatif s'efface au profit du performatif. Et pour revenir sur ce que je disais en introduction, j'y ai inséré une erreur volontaire. Il n'y a pas de plus en plus qui troquent le gant de velours pour les gants de boxe, c'est simplement que nous les voyons davantage. Car ils réussissent. Et sur le net, encore plus que dans la vie, on ne prête qu'aux riches. Ainsi, s'ils sont visibles, ils le deviendront encore plus. Si le 21e siècle, faisant ses premiers pas, nous a déjà appris quelque chose qu'il ne faudra jamais oublier, c'est bien ceci. Quoi que vous fassiez au nom d'une valeur, aucune ne concurrencera celle du gain. La fin justifie les moyens. Qu'importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse. Et je suis à court de phrases toutes faites. Alors, pourquoi la haine fonctionne? Grâce à moi, hein? Pas grâce à ces fils de lâches là. Parce que moi en attendant je dis tout ce que les autres pensent tout bas. Parce que vous écoutez pas, hein? Oui, aussi pour ça. Lui fait, les autres se taisent. Car il est assez connu que celui qui souhaite renverser le statu quo est toujours plus engagé que celui qui souhaite le conserver. En somme, le réactif est plus prompt que le conservateur. En fait, le conservateur voit l'ordre établi comme juste, et ne voit pas l'intérêt d'œuvrer pour sa stabilité. Après tout, les choses étant ainsi faites, pourquoi se battre pour qu'elles le restent? La conservation porte en elle ce qui toujours finit par la détruire, la certitude de sa propre pérennité. C'est ce que dit entre autres le paradoxe d'Olson. Celui-ci décrit que la motivation d'un groupe à passer à l'acte est inversement proportionnelle à la taille de ce groupe. Par un effet semblable à la dilution de responsabilité, les membres d'un groupe comptent sur les autres pour agir à leur place. L'inertie est ainsi beaucoup plus grande dans les grands collectifs que dans les petits. Du même coup, il suffit de quelques individus hargneux et motivés pour faire grandir une cause, là où celle de la majorité ne sera défendue qu'avec mollesse, voire pas défendue du tout. Vu que celui qui attaque est toujours victorieux, car celui qui défend ne voit pas assez d'intérêt pour y mettre de la force. Mais il faut également se rappeler du particulier surgit le collectif, du collectif survient le particulier. Il semble exister une drôle de balance qui s'arrange toujours pour que le plus petit facteur se trouve en opposition avec le plus grand, mais par un curieux principe de vase communicant, finissent par remettre en cause sa majorité. Un exemple, les temps sont à la discrimination, le tempérament juge qu'il est nécessaire de changer cela, et petit à petit, le paradigme commun deviendra celui de la bien-pensance. Les temps ont glissé du paradigme initial à celui de la minorité. Ça veut pas dire qu'il est devenu la majorité, mais simplement qu'il lui a pris sa place de parole publique. Et aujourd'hui, c'est l'inverse qui se reproduit. Et la rude pensance, à défaut d'un autre terme pour la désigner, qui frappe la porte afin de remplacer la bien-pensance, mais sans pour autant que la balance ait basculé. Et la violence dans tout ça, car cet attrait de la méchanceté s'assortit forcément d'une mélioration et d'une glorification de la force physique. La colère n'est pas que piquante verbalement, elle se dit acérée violemment. Il est donc nécessaire pour elle de s'incarner dans une nature, dans une quasi-virilité, dans une primitivité, qui n'est pas sans rappeler d'autres discours de retour à la Terre et de condamnation de la modernité, d'ailleurs souvent combattus par ceux-ci pourtant, mais bon, débouchant peu ou prou, sinon sur les mêmes objectifs, au moins les mêmes postulats, mais là c'est tout autre sujet. Raccrochons les wagons, du même coup. Pour reprendre l'exemple de la pièce trop petite pour trop d'occupants, la violence de la force brute représente un véhicule comme un autre, afin de parvenir à ses fins.
avec juste ce qu'il faut de supplément d'armes pour montrer que nous, en plus du propos, nous on a les moyens de mettre en œuvre physiquement notre colère. Comme si le rageux qui se plaignait de tout et de rien n'était qu'un gamin braillard, mais que, une fois devenu viril, fort, radical, il pouvait se permettre ce qu'il professe, parce que dans ce cas, il ne suffit plus d'une simple gifle pour les lui faire fermer. Comme si la démonstration de force devenait une condition de la résistance. Et une résistance, comme dans n'importe quel conflit, il existe une force qui supplantera toujours le véhicule, celle de la puissance brute. Qu'il s'avère que j'ai tort ou raison, que je parle mieux ou moins bien que toi, que mes turiféraires soient plus nombreux ou moindres, je peux toujours t'en mettre sur la gueule. Ça me fera pas avoir raison sur le sujet, hein, mais in fine, j'aurais quand même gagné sur toi. Je peux parler des années, au bout du compte, il ne restera que ça.